Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Un groupe des membres du gouvernement constitué notamment des ministres des Affaires foncières, de la Justice et d'infrastructures et travaux publics ITPR a reçu vendredi du président de la République Félix Tshisekedi l'instruction de mettre en place un dispositif coordonné de régulation des contrats et des médiations foncières autour des zones impacté par les travaux des rocades de Kinshasa, d'après le compte rendu du 44e Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. Porter sur la prévention et la régulation des conflits fonciers dans le cadre de travaux de rocade de Kinshasa. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action pour un développement harmonieux et durable de la République démocratique du Congo, le président de la République avait procédé, en date du 22 juin 2024 dans la commune de Mongafula, au lancement officiel des travaux de construction des nouvelles infrastructures routières dans la capitale, désignées sous l'appellation rocade de Kinshasa. Ces chantiers d'envergure, à forte valeur stratégique pour la ville de Kinshasa, a-t-il souligné, visent à désenclaver les zones longtemps marginalisées, à fluidifier la circulation urbaine et à stimuler l'émergence de pôles d'habitat et d'activités économiques le long de corridors concernés. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation du tissu urbain et de promotion de la cohésion territoriale. Toutefois, a soutenu le président de la République, cette dynamique de transformation, si elle n'est pas convenablement encadrée, peut engendrer de tensions foncières, notamment entre les occupants traditionnels ou historiques des terres et les nouveaux acquéreurs, attirés par le potentiel accru de ces zones en mutation, en raison des situations d'occupation informelle ou irrégulière du sol, ou dans les cas des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui doivent impérativement respecter les garanties légales et constitutionnelles. Face à ces défis et dans le souci de préserver la paix sociale, le président de la République a donné des orientations suivantes qui devront guider l'action gouvernementale déjà en cours. 1. Garantir une transparence totale dans toutes les opérations de gestion et d'attribution foncière à travers les procédures claires, accessibles et traçables. 2. Renforcer les mécanismes de concertation locale, associant autorités, population, anciens occupants et investisseurs pour prévenir l'apparition des conflits. Assurer les respects stricts de droits de toutes les parties prenantes, notamment en matière d'indemnisation équitable dans les cas d'expropriation. Mettre en place des cellules de veille juridique et des médiations foncières pour anticiper des litiges potentiels. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a été engagée dans les initiatives et actions déjà prises à renforcer davantage la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures qui est essentielle pour préserver la stabilité sociale, instaurer une gouvernance foncière responsable et équitable et accompagner de manière harmonieuse l'élan de modernisation urbaine porté notamment par les projets de rocade de Kinshasa. À cet effet, elle a été instruite, ensemble avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, les ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, celui de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, ainsi que celui délégué près du ministère de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, à mettre en place un dispositif coordonné des régulations de contrôle et des médiations foncières autour de zones impactées par les travaux précités. Toujours lors de la 44e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de procéder sous la coordination de la première ministre l'examen prioritaire des cas de déstabilisation des institutions provinciales en cours ou en préservé et en formuler dans les délais des propositions susceptibles d'être discutées en marge de la 12e conférence des gouverneurs déjà programmée. Suivez. La recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé
que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituant à structurer notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse, toute dotée de la personnalité juridique et investie des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, a-t-il précisé. En conséquence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit de procéder sous la coordination de la première ministre à l'examen prioritaire de cas de déstabilisation des institutions provinciales en cours ou en perspective. Il lui appartient de formuler, dans les meilleurs délais, des propositions des mesures préventives et correctives susceptibles d'être discutées et les cas échéants adoptés en marge de la 12e conférence aux gouverneurs déjà programmée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté vendredi une loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025. En effet, le budget révisé est fixé à 50 691,8 milliards de francs congolais en équilibre entre recettes et dépenses, soit une baisse de 1,7% par rapport au budget initial de 52 553,5 milliards de francs congolais. Suivez à ce sujet l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Le ministre d'État, ministre du Budget, a pour sa part soumis au Conseil, pour examen et délibération, les projets de loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. En effet, il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et à dépenses, à hauteur de 50 691,8 milliards de francs congolais, équivalent à près de 17,2 milliards de dollars. Il dégage une régression de 1,7% par rapport au budget initial de l'exercice 2025, chiffré à 51 553,5 milliards de francs congolais. Il repose sur les indicateurs et agrégats macroéconomiques caractérisés par une croissance du PIB à 5,3%, un taux d'inflation moyen de 8,8% et fin période de 7,8%, un taux de change moyen de 2859,2 francs congolais le dollar américain et le PIB nominal de 239 489,7 milliards de francs congolais. La pression fiscale a légèrement baissé, allant de 15,1% à 12,5% suite à la baisse des recettes courantes.
Le ministre d'État, ministre du Budget, a précisé qu'il s'agit d'un budget de combat qui prend en compte les effets néfastes de l'agression barbare dont est victime notre pays, les mesures gouvernementales de réduction du train de vie des institutions, les renforcements du crédit du secteur de la défense et de la sécurité, l'augmentation des charges liées au front diplomatique et communicationnel, les charges humanitaires, le programme PDD-RCS ainsi que les démarrages du fonds d'investissement stratégique. Une attention particulière est également accordée à la poursuite de la mise en œuvre des principaux axes du programme d'action du gouvernement, à savoir la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la poursuite du PDL 145 territoires, la diversification de l'économie, ainsi que les efforts pour la préservation du pouvoir d'achat de la population. Enfin, en vue de garantir la soutenabilité des finances publiques, ces collectifs budgétaires 2025 est élaboré dans les respects de l'objectif du solde budgétaire intérieur du programme avec le FMI. Il prend en compte un appui budgétaire de la Banque mondiale d'un équivalent de 165,4 millions de dollars en sus de 500 millions de dollars inscrits dans la loi des finances initiale, soit une enveloppe de près de 665,4 millions de dollars américains. À cela s'ajoutent les financements de 266,7 millions de dollars attendus du FMI au titre du programme FEC et FRD. Ces appuis budgétaires permettront de financer tant soit peu le gap creusé au niveau des investissements. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce texte. Autre chose à présent, après 3 jours d'intenses travaux à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa, les ministres de l'environnement des pays du bassin du Congo ont clôturé l'atelier régional d'appropriation du mécanisme tropical Forest Forever Facility TFFF. Dans un communiqué conjoint, ils saluent l'initiative brésilienne et réaffirment leur volonté commune de préserver les forêts tropicales. Reportage. Clôture ce vendredi 23 mai 2025 à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa de l'atelier régional d'information et d'appropriation du mécanisme de l'initiative Tropical Forest Forever Facility TFFF. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux menés par 2 experts de divers pays du bassin du Congo, un communiqué conjoint de ministres en charge de l'environnement, des eaux et de forêts a sanctionné les conclusions de cet atelier. Ces documents, lus par Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo-Brazzaville, réaffirment l'engagement commun de pays du bassin du Congo en faveur de la protection des forêts tropicales, de la préservation de la biodiversité et de la promotion d'un développement durable à l'échelle régionale et nationale. Les communiqués finaux saluent par ailleurs l'initiative du gouvernement brésilien visant à instaurer le mécanisme TFFF, perçu comme une réponse transformatrice et opportune aux lacunes persistantes déjà mises en évidence par le pays du bassin du Congo dans plusieurs forums internationaux. Cette initiative représente un tournant dans la manière de concevoir les politiques climatiques mondiales. Le TFFF s'appuie donc sur les expertises locales, les savoirs traditionnels et les systèmes nationaux de suivi pour construire un mécanisme robuste et transparent. Cette approche renforce non seulement la crédibilité des engagements, mais permet également de diriger les ressources financières vers les véritables gardiens des forêts. Prenons la parole à son tour. F. Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, hôte de l'événement, a rappelé que, bien que n'ayant pas contribué à la crise climatique, les pays du bassin du Congo en subissent de plein fouet les effets. Face à cette réalité, ils ont fait le choix de la responsabilité en maintenant des taux de déforestation faibles tout en promouvant la conservation et la restauration des forêts dégradées. Elle a également souligné que le TFFF, bien qu'initié par le Brésil, est un mécanisme qui appartient à tout le pays forestier comme non forestier dans la mesure où ses bénéfices s'étendront à l'ensemble de la planète.
les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique avaient déjà levé l'option de quantifier, de valoriser toutes nos ressources naturelles dans le cadre du PIB. Il est désormais hors de question d'appeler les pays du bassin du Congo comme étant les pays pauvres, car nous regorgeons de la richesse qui sauve l'humanité. Avant de clore ses assises, la ministre d'État F. Bazaïba Massoudi a remis des présents à ses hôtes étrangers, ainsi pour lier l'utile à l'agréable dans un geste d'hospitalité et de fraternité entre nations engagées pour l'avenir de forêts tropicales. En marge de l'atelier régional tenu à Kinshasa du 22 au 23 mai, les pays du bassin du Congo ont exprimé leur plein soutien à l'initiative Tropical Forever Facilité, TFFF, véritable levier pour la préservation des forêts tropicales. Ce mécanisme porté par le Brésil est perçu comme une réponse durable aux enjeux climatiques et économiques auxquels fait face la région. Autre détail dans ces reportages. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa en marge du dialogue régional, le pays du bassin du Congo, notamment la RDC, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo et la Guinée équatoriale ont exprimé leur ferme soutien à l'initiative Tropical Forest Forever Facility, TFFF. Une réponse innovante pour la préservation des forêts tropicales humides. Les pays du bassin du Congo ont insisté sur la nécessité d'un financement durable, équitable et à la hauteur de services écologiques fournis par le forêt du bassin du Congo, la deuxième plus vaste au monde. Cette forêt, essentielle pour la régulation du climat mondial, assure aussi le moyen de subsistance des millions de personnes dans les communautés locales et les peuples autochtones. Nous voulons une forêt qui apporte des paiements pour services environnementaux, ces paiements qui vont venir nous aider à lutter contre la pauvreté. Donc tous nos pays engagés ici, c'est ce que nous avons dit, l'initiative est du Brésil, mais c'est une coopération sud-sud, tout simplement parce que les mêmes problèmes que nous avons vécu de l'accès au financement jusqu'à ce jour, nous voulons qu'à travers la coopération sud-sud aujourd'hui, nous connaissons les problèmes qui minent les financements qui n'arrivent pas dans nos pays. Le Brésil, qui a l'initiative de ce fonds, va comprendre qu'il faut engager des fonds pour compenser les efforts de préservation des pays du bassin du Congo, tous les pays du bassin du Congo, et aussi des autres massifs forestiers comme le Borno et le Mekong. Donc ici, nous mettons en exergue une coopération sud-sud, parce que nous connaissons les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les problèmes de pauvreté, les problèmes de développement de nos États, le problème de la dette publique, ainsi de suite. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a tenu à rappeler avec force que les pays du bassin du Congo ne sont pas de pays pauvres, mais des nations riches de ressources naturelles exceptionnelles, dont la valeur écologique et économique doit être reconnue, mesurée et intégrée dans les indicateurs de développement. Nos chefs d'État ont dit désormais nos pays ne vont plus négocier en parents pauvres. Parce que quand nous allons dans des programmes comme des institutions de Bretton Woods, on dit on va aider les pays pauvres. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas pauvres. Nous avons les forêts, nous avons les ressources en eau, nous avons les minéraux, nous avons tout ce qu'il y a comme biodiversité. Tout simplement parce que c'est en termes de potentialité. Ce n'est pas transformé en richesse sonnante et trébuchante. Du coup, on devient pauvre. Alors que dans le mécanisme financier à travers le monde, il existe ce qu'on appelle des garanties, des cautions. Pourquoi ne pas considérer nos forêts, cette richesse-là, comme étant une caution? Par exemple, l'absorption de pollution par tonne, par hectare, par tonne de carbone, ça coûte combien? On peut le quantifier, même si on n'a pas encore vendu. Par exemple, une biche, un okapi, un chimpanzé, un bonobo, à quelle valeur dans nos forêts? Et nous en avons combien? Les perroquets gris, nous en avons combien? On peut les quantifier. Les minéraux qui se trouvent dans notre sous-sol, nos pétrole, on peut les quantifier. On peut avoir un chiffre, donc transformer nos potentiels en chiffres
et le mettre dans notre produit intérieur brut. Parce que justement, ce sont des produits intérieurs bruts. Et brandir cela dans le marché du donner et du recevoir pour dire, nous avons besoin de fonds. Une telle banque peut financer un pays à autant, avec comme garantie nos forêts. Nous avons les forêts que nous sommes en train de transformer et c'est une garantie. Désormais, ces ressources-là, nous allons les quantifier dans les cadres donc des TFFF. On les quantifie de manière chiffrée et il y aura des banques privées. C'est pourquoi il y a l'intégration du privé qui vont venir financer autant comme on finance la construction d'une route et après d'une autoroute et après avec les péages, vous récupérez votre mise. Si vous financez la construction de nos ouvrages ici, avec la vente des crédits carbone, avec notre tourisme dans nos forêts, nous allons de ressources naturelles, nous allons devoir rembourser ces fonds-là. Et c'est ce qu'on appelle des fonds souverains. Ça sort dans le cadre de l'aide humanitaire, c'est là dans le cadre de l'objectif 17 de développement durable, des partenariats gagnant-gagnant, où nous allons parler d'égal à égal. Vous avez l'argent, vous avez l'exercice, nous avons la ressource naturelle. Voilà le TFFF, ce que ça signifie. F. Bazaïba Massoudi a appelé les partenaires bilatéraux, multilatéraux et privés à œuvrer avec transparence pour faire du TFF un mécanisme de financement juste et efficace. Lors de la séance plénière de ce vendredi 23 mai 2025, les députés provinciaux de Kinshasa ont accordé quelques heures à la commission chargée d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 4 au 5 avril 2025 pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les élus. Reportage Blatin Gondola et Georges Libeng. Présent dans ce lieu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a participé à la présentation des travaux réalisés par cette commission durant 10 jours. En effet, quelques députés ont soulevé des interrogations pour mieux comprendre les travaux accomplis par les membres de la commission chargée d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes récentes. Selon le président de la dite commission, plusieurs morts ont été enregistrés dans la ville de Kinshasa à la suite de cette catastrophe naturelle. La ville de Kinshasa avait connu également des embouteillages inédits presque partout dans le 4 districts. Les communes affectées par les inondations avaient connu une coupure en fourniture d'eau pendant une durée de 4 jours. Les déchets d'inondation ou de courants d'eau étaient visibles partout et rendant la ville très sale. Les sites les plus touchés par ces inondations étaient identifiés dans les communes de Njili, Kisenso, Matete, Limete et Massina. Il en est de même de Ngaliema, Kitambo, Selembao et Bandalungwa pour les autres drames de pluies diluviennes qui se sont abattus après le 4 et le 5 avril 2025 pendant que la commission était à pied d'œuvre dans l'accomplissement de sa mission. Au cours du débat général, le député provincial Wemankoy a soulevé le point concernant l'église Shekina qui est pointée du doigt. Il convient de signaler que cette commission est dirigée par le député Diabanda, Mwana Nene, Ronald Kisamba et Patricia Mouipe, respectivement président, rapporteur et rapporteur adjoint. Les membres de cette commission incluent notamment les députés Guy Moulenda, Mayon Tuene, Raphaël Kabongo, Guilain Pongu, Kajose Mafolo et tant d'autres. Le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a effectué le 20 mai 2025 une itinérance de travail dans 3 démembrements de la CENI au Congo central. Il s'agit notamment des antennes de Mwanda, Sekebanza et Boma. Junior Boulafa signe ce reportage. Le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a effectué le 20 mai 2025 une itinérance de travail dans les 3 démembrements de la CENI au Congo central. Il s'agit notamment des antennes de Mwanda, Sekebanza et Boma. La journée du samedi du 7 mai 2025 était consacrée à la visite de l'antenne de Mwanda,
Occasion pour le numéro 1 de la CENI d'échanger avec le juge permanent de l'institution sur la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 publié le 4 avril 2025. Denis Kadi Makazadi a fait savoir au personnel local que la présente feuille de route constitue une boussole mettant à la CENI d'avancer dans la bonne direction. Un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir la mission avec loyauté dans le respect de la Constitution et des standards internationaux. Par la suite, le président Denis Kadi Makazadi, avec sa délégation, s'est dirigé vers Sekebanza pour le même exercice. Le numéro 1 de la CENI a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les agents avant de les exhorter à continuer à œuvrer à toute conscience en vue de consolider la nouvelle image de la CENI. Rendu possible grâce à la matérialisation du lobbying institutionnel, une vision stratégique de la CENI 2021-2027. C'est le lundi 19 mai 2025 à l'antenne de Boma que le président de la CENI, Denis Kadi Makazadi, le lundi 19 mai 2025 à l'antenne de Boma que le président de la CENI a clôturé son itinérance. Denis Kadi Makazadi a signifié aux membres de l'antenne que le management a pris la précaution d'inviter les préparations pour garantir l'efficacité de l'action électorale. C'est pour laquelle les agents doivent s'approprier à la feuille de route en vue de s'activer pleinement au travail car l'organisation des élections à venir se fera dans un esprit de maîtrise inclusive et de transparence accrue. La justice élève une nation, dit-on. C'est dans cette optique que les agents et cadres de la Commission nationale de prévention routière CNPR ont observé un sit-in devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice, puis se sont rendus au Palais de la Nation pour déposer un mémorandum en vue de dénoncer plutôt l'opacité qui caractérise l'entreprise All Impressor chargée de délivrer les imprimés de valeur. Reportage. Cadres et agents de la Commission nationale de prévention routière CNPR ont organisé ce vendredi 23 mai 2025 un sit-in devant le cabinet du ministre de la Justice, puis ils se sont rendus au Palais de la Justice pour déposer un mémorandum, c'est là pour demander aux autorités compétentes en général et au chef de l'État en particulier la suspension de l'arrêté de l'ancien vice-ministre des Transports. Les manifestants dénoncent la manipulation de certaines autorités dans le dossier opposant la CNPR à la société All Impressor chargée de l'impression d'imprimer des valeurs, mais qui ne fait pas correctement le travail lui confié. Les agents de la CNPR dénoncent également le contrat léonais signé entre leur structure et All Impressor et disent non à ces prédateurs. All Impressor est allé en justice pour faire des manœuvres dilatoires, chercher une procédure en urgence pour faire suspendre l'arrêté du VPM, alors qu'il a été débouté par la même cour. Voilà pourquoi les cadres et agents de la CNPR sont venus manifester au cours de cette audience, d'abord au ministère de la Justice et présentement là à la présidence de la République pour attirer l'attention de toutes les autorités que nous avons écrit à l'époque, d'ouvrir les yeux. Il y a une seule personne qui veut s'accaparer les attributions de l'État, de l'argent de l'État, qui reçoit l'argent de l'État gratuitement et qui tient à manipuler la justice pour se donner ces droits-là. Voilà pourquoi nous mettons en garde notre justice, qu'elle fasse comme elle a fait la fois passée, qu'elle ne se laisse pas manipuler par une seule personne qui s'octroie les droits et les moyens de l'État pour mater tout le monde, pour mater les agents et les dirigeants qui représentent l'État. Il faut espérer que les autorités compétentes vont donner une suite favorable aux revendications des agents de la Commission nationale de prévention routière en mettant fin à ce contrat qui permet à cette entreprise privée de s'enrichir sur le dos de l'État sans s'acquitter comme il se doit de ses obligations contractuelles. Le gouvernement provincial du Nord Kivu réouvre officiellement la route nationale numéro 4 après les travaux sur le pont Semuluki sur l'axe Kasindi-Beni-Butembo. Le chargement
autorisé est de 35 tonnes maximum. Les contrevenants à cette condition seront soumis à des amendes. Aussi, il est instauré à un contrôle systématique des tonnages. Marie-Noël Kabouya, coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, a lu ses communiqués au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Communiqué officiel. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, informe toute la population de la reprise de la circulation normale sur la RN4 à la suite des fins des travaux de réhabilitation du pont Semouliki. Par ailleurs, il est demandé aux usagers de faire preuve de civisme et de respecter scrupuleusement les mesures ci-après, dont le souci de préserver les ouvrages d'art sur le tronçon routier Kassindi-Beni-Boutembo. 1. Le respect strict du chargement limité à 35 tonnes au maximum à l'importation tout comme à l'exportation. 2. Le chargement des marchandises au-delà de 35 tonnes entraîne le paiement de fortes amendes à charge de tout contrevenant. 3. Le contrôle systématique du tonnage sera supervisé par une commission chapeautée par le vice-gouverneur. Fait à Beni le 23 mai 2025, signé Kawara Dengamo Luisedegon, commissaire divisionnaire, vice-gouverneur policier du Nord Kivu. Et avant de boucler ces journaux, l'Assemblée nationale est appelée à tout faire pour obtenir la délimitation du parc national des Virunga et la chefferie. C'est ce qu'indique l'acteur du développement rural Baraka Kamua. Pour lui, il faut envoyer une commission spéciale pour statuer sur les conflits entre le garde du parc et les cultivateurs de Mayangose et ses environs. Ainsi, cette commission pourra entraîner la révision du décret portant création de la ville. Suivez Baraka Kamua au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Cette question a sa réponse au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis 2013, il y avait eu une feuille de route qui avait demandé à ce que l'agriculteur puisse s'arrêter quelque part. C'était une façon de stabiliser ces conflits entre l'ICSN et les agriculteurs, les riverains. Ce qui doit être fait actuellement, c'est de demander aux députés ou à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, nous envoyer une commission qui viendra voir comment est-ce qu'on peut revisiter les limites du parc national de Virunga, mais aussi comment est-ce qu'on peut, à travers cette commission, la ville saura comment est-ce qu'elle est délimitée. Je veux dire que cette commission peut entraîner aussi la révision du décret portant création de la ville. Parce que jusqu'à présent, même la délimitation de la ville pose encore problème par rapport au parc et par rapport à d'autres agglomérations qui nous entourent. L'Assemblée nationale doit faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une descente sur le terrain. D'abord évaluer la feuille de route de 2013, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces problèmes qui ont trop duré, en délimitant le parc national de Virunga, en cherchant des moyens qui vont permettre à ce qu'il y ait réellement stabilité, parce que nous allons rester riverains au parc national de Virunga, et le parc va rester riverain à la population, et la conservation communautaire exige à ce que les riverains ou peut-être les communautés riveraines puissent être impliquées dans la conservation. Donc on ne doit pas rester dans un conflit éternel comme s'il n'y a pas des institutions pour résoudre les problèmes. La réelle cause, c'est quoi? Il y a d'abord l'explosion démographique, mais aussi, jusque-là, le parc ne connaît pas par où commencer et la ville ne connaît pas par où peut-être finir. Donc, je veux dire quoi? Donc, les choses sont telles qu'on ne connaît pas les limites exactes de la ville et on ne connaît pas les limites exactes du parc national. Il n'y a jamais eu de parc au monde qui n'a pas des zones tambour. Fin de cette grande édition du journal réalisée par Moses Lelo. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.